La colonelle Maya Johnson resta parfaitement immobile tandis que les menottes d'acier mordaient ses poignets, le sang coulant sur ses doigts. Les officiers riaient jusqu'à ce qu'elle lève lentement ses mains menottées dans un salut militaire parfait. « Messieurs, murmura-t-elle. Vous venez d'agresser l'officier noir féminin, le plus haut gradé de l'histoire des marines. Avant de plonger dans cette histoire incroyable de courage face à l'injustice, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires sur des individus courageux qui s'opposent à la discrimination. Découvrons maintenant comment un simple voyage pour chercher des médicaments s'est transformé en un moment qui allait ébranler tout un département de police. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la modeste maison à 2 étages d'Oakwood Heights, un quartier historiquement noir de Philadelphie qui avait connu des jours meilleurs. La colonelle Maya Johnson, 39 ans, ouvrit les yeux ponctuellement à 5h30 sans avoir besoin de réveil. 20 ans de discipline militaire avaient programmé son horloge interne avec une précision que même la retraite n'effacerait pas. Non pas que Maya soit près de la retraite. À son âge, elle était l'une des plus jeunes colonels du corps des marines, avec une trajectoire de carrière qui pointait droit vers les étoiles d'un uniforme de général. Elle posa ses pieds sur le vieux parquet, le même plancher qu'elle avait traversé enfant. La maison sentait le café et la légère odeur de lavande qui s'attachait toujours aux vêtements de sa mère. Maya était revenue dans cette maison d'enfance non par nostalgie, mais par nécessité. Sa mère, Eloise Johnson, 68 ans, avait été diagnostiquée d'insuffisance cardiaque congestive 3 mois auparavant, et Maya avait demandé un congé spécial pour aider à stabiliser sa routine de soins. Dans 2 semaines, elle prendrait le commandement de l'une des bases marines les plus prestigieuses de Virginie, un poste qui cimenterait sa place dans les livres d'histoire militaire. Pour l'instant, cependant, elle n'était que la fille d'Héloïse, de retour dans le quartier où son voyage avait commencé. Maya se dirigea discrètement vers la salle de bain, croisant son reflet dans le miroir. Son visage ne montrait aucune fatigue de la nuit précédente, passée à examiner les dossiers médicaux de sa mère. Sa peau foncée était claire et lisse. Ses cheveux naturels coupaient court, nets et professionnels même pendant le sommeil. Le corps discipliné sous son débardeur et son short portait les cicatrices de 2 missions en Afghanistan et une en Irak, des médailles de bravoure qu'elle portait dans sa chair. En se brossant les dents, Maya pensa à la journée à venir. La prescription de sa mère devait être renouvelée, et elle voulait remplir le congélateur de repas préparés avant de devoir reprendre son service. Des tâches simples qui ne devraient pas être compliquées, mais dans ce quartier, même les courses les plus simples exigeaient des calculs supplémentaires pour une femme noire. Maya enfila un jean usé et une simple blouse bleu marine. Elle choisit délibérément des vêtements civils, laissant son uniforme accroché dans le placard. Dans ce quartier, être noir et en uniforme militaire créait parfois plus de problèmes que cela n'en résolvait, invitant soit à un examen excessif, soit à des demandes de gratitude performative qu'elle trouvait tout aussi avilissantes. Elle descendit et trouva sa mère déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. « Tu n'as pas besoin d'être levée si tôt, » dit Maman Maya, embrassant le front de sa mère. Eloise Johnson leva les yeux vers sa fille avec les mêmes yeux déterminés qu'il avait élevés seul après la mort du père de Mia dans la tempête du désert. « Je me lève à 7 heures depuis avant ta naissance. Pas question de changer, maintenant à cause d'un cœur fatigué. » Maya sourit à l'entêtement de sa mère, y reconnaissant la même qualité qui avait propulsé sa propre ascension dans les rangs. « Je vais chercher tes médicaments aujourd'hui. Besoin d'autre chose pendant que je suis sortie ?» Héloïse secoua la tête. « Fais juste attention. Les choses sont tendues dehors. Ces manifestations de la semaine dernière ont la police qui grouille dans tout le quartier. » Maya hocha la tête, ayant vu les reportages sur les manifestations contre la brutalité policière qui avaient eu lieu à quelques pâtés de maison de chez eux. La mort d'un autre homme noir non armé avait ravivé des flammes familières d'indignation et de demande de responsabilisation. « Ça ira, maman. Je vais juste à la pharmacie et je reviens. » Maya se servit du café et vérifia son téléphone. 3 appels manqués du capitaine David Wilson, son aide, qui s'occupait des préparatifs de son nouveau commandement. Elle le rappellerait plus tard. Pour l'instant, sa priorité était ici. Alors qu'elle sirotait son café, les nouvelles locales passaient discrètement à la télévision de la cuisine. Un journaliste se tenait devant l'hôtel de ville, discutant d'une enquête interne sur la corruption au sein du département de police. Plusieurs officiers du district avaient été accusés de falsification de preuves, d'usage excessif de la force et de profilage racial. Maya regardait avec un intérêt professionnel, reconnaissant des schémas similaires à des cas de corruption qu'elle avait aidé à enquêter au sein des rangs militaires. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa meilleure amie. Tanya Williams avait grandi 3 maisons plus loin et était restée dans le quartier, enseignant au lycée local. « Salut T, ça va ?» répondit Maya.
Je voulais juste savoir si tu sortais aujourd'hui, dit Tania, sa voix empreinte d'une note d'inquiétude. Il y a une présence policière accrue depuis les manifestations. Ils arrêtent tout le monde, surtout les belles voitures. Maya jeta un coup d'œil par la fenêtre à sa berline modeste, mais bien entretenue. Merci pour l'avertissement, mais ça ira. Je vais juste chercher la prescription de maman. Maya, je suis sérieuse. Il ne joue pas franc jeu là-bas. Le fils de Harrison s'est fait arrêter 2 fois hier juste en allant au travail. Maya, j'apprécie. La discipline militaire fonctionne dans les 2 sens. Je sais comment éviter de leur donner la moindre excuse. Après avoir raccroché, Maya embrassa sa mère et attrapa ses clés. Je serai de retour dans 1 heure ou 2 au maximum. En sortant sur le porche, Maya remarqua une voiture de police qui roulait lentement dans la rue. Les officiers à l'intérieur la regardaient avec un intérêt indéniable tandis qu'elle marchait vers sa voiture. Maya garda ses mouvements délibérés et calmes, maintenant le sang-froid qu'il avait porté à travers des échanges de tirs et des négociations militaires. Elle refusa de montrer la lassitude qui tendait immédiatement ses épaules. Alors qu'elle s'éloignait du trottoir, elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. La voiture de police s'était arrêtée au coin de la rue, les officiers la regardant toujours. Maya prit une profonde inspiration et roula exactement à la limite de vitesse, se souvenant des paroles de son père d'il y a longtemps. En uniforme ou non, tu représentes toujours quelque chose de plus grand que toi. Aujourd'hui, elle représentait chaque personne noire essayant de rentrer chez elle en toute sécurité. Elle ne savait juste pas à quel point ce simple objectif allait devenir difficile. Maya conduisait prudemment dans les rues d'Oakwood Heights, ses mains positionnées précisément à 10h et 2h sur le volant. La pharmacie n'était qu'à 15 minutes, mais elle avait tracé son itinéraire pour éviter les zones où les manifestants et la police s'étaient affrontés la semaine précédente. Elle ne prenait aucun risque, s'arrêtant complètement à chaque panneau stop, utilisant son clignotant bien à l'avance, maintenant exactement la limite de vitesse affichée. Dans son rétroviseur, elle remarqua une voiture de police qui sortait et la suivait. Elle resta à 3 longueurs de voiture derrière, pas assez proche pour la talonner ostensiblement, mais persistante à travers plusieurs virages. Maya reconnut la tactique de sa formation militaire et de sa surveillance. Il la suivait, attendant la moindre infraction. Les 2 officiers blancs dans le véhicule, dont les badges indiquaient Parker et Donovan lorsqu'ils passaient sous un lampadaire, maintenaient une distance régulière. Maya garda son attention devant elle, sa formation militaire se déclenchant alors qu'elle se préparait mentalement à une confrontation potentielle. Le quartier changea à mesure qu'elle conduisait, passant de la zone majoritairement noire où vivait sa mère à la section plus développée commercialement où la famille Richardson servait la communauté depuis 3 générations. Le docteur Jamal Richardson avait repris l'entreprise de son père, maintenant l'activité indépendante malgré la pression des chaînes qui essayaient de s'installer dans la région. La voiture de police resta derrière elle alors qu'elle entrait sur le parking, prenant une place près de l'entrée principale. Les officiers se garèrent de l'autre côté de la rue, ne la suivant pas immédiatement, mais gardant la voiture dans leur ligne de mire. Maya attrapa son sac à main et les informations de prescription de sa mère, prit une profonde inspiration et sortit de son véhicule. Elle sentait leurs yeux sur son dos alors qu'elle entrait dans la pharmacie, sa posture droite comme un militaire malgré ses vêtements civils. À l'intérieur, la clochette familière tinta lorsqu'elle entra. La pharmacie était presque vide à cette heure matinale, juste un couple âgé attendant sur un banc et une jeune femme avec un bambin au comptoir de caisse. Derrière le comptoir de la pharmacie, le docteur Richardson leva les yeux et afficha un large sourire en voyant Maya. Il avait la 50aine, les cheveux poivre et sel et des lunettes cerclées de fils qui lui donnaient une apparence savante. « Colonel Johnson », dit-il chaleureusement, contournant le comptoir pour l'embrasser. « Combien de fois dois-je te dire que c'est Maya quand je suis à la maison ?» répondit-elle, lui rendant son étreinte. Le docteur Richardson avait été son mentor scientifique au lycée, encourageant son excellence académique qui avait finalement conduit à sa bourse militaire. « Ta mère a dit que tu étais de retour. Combien de temps allons-nous te garder cette fois ? Juste 2 semaines de plus. Ensuite, c'est Virginie pour le nouveau commandement. » Le docteur Richardson rayonnait de fierté. Tout le quartier en parle. Première femme noire à commander cette base. Ton père aurait été si fier. Maya sourit, bien que la mention de son père lui procurât toujours une douleur douce amère. Je suis ici pour le médicament cardiaque de maman. Elle a besoin d'un renouvellement. L'expression du docteur Richardson devint sérieuse alors qu'il la guidait vers le comptoir, baissant la voix. J'ai vu ces officiers te suivre, Parker et Donovan. Ils ont causé des problèmes à beaucoup de gens ici. Maya hocha légèrement la tête. J'ai remarqué qu'ils s'intéressaient à moi. Ils font partie de ce groupe. Sous enquête,
continua discrètement le docteur Richardson. Les mêmes qui ont malmené le fils du pasteur Williams le mois dernier. Ils ciblent les belles voitures, les professionnels noirs, surtout, comme s'ils ne supportaient pas de nous voir réussir. Maya Garda Sun Expression Neuter. Je ferai attention. J'ai juste besoin de prendre les médicaments de maman et de rentrer. Le docteur Richardson lui serra doucement le bras. Je vais remplir ça tout de suite. Alors qu'il retournait à son poste, Maya parcourut les allées, gardant un œil sur l'entrée. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir la voiture de police toujours garée de l'autre côté de la rue. Les officiers étaient maintenant debout devant leur véhicule, observant la pharmacie. Elle prit son temps pour sélectionner quelques articles supplémentaires dont sa mère pourrait avoir besoin, maintenant son sang-froid tout en calculant mentalement le risque croissant. Vers l'arrière du magasin, elle remarqua un jeune adolescent noir, peut-être 16 ans, suivi de près par l'agent de sécurité du magasin. Un homme blanc costaud, avec un froncement de sourcils gravé sur ses traits. Le garçon, portant un jean et un sweat à capuche malgré le temps chaud, gardait la tête baissée en regardant les boissons énergisantes dans la section réfrigérée. Le garde de sécurité maintenait une proximité inconfortable, profilant clairement le jeune homme. Maya regarda l'adolescent choisir une boisson et se diriger vers la caisse. L'agent de sécurité se plaça devant lui. « Videz vos poches », exigea-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. L'adolescent se figea. « Je n'ai rien pris », dit-il, sa voix légèrement brisée. « J'ai dit, videz-les », insista le garde, s'approchant. Maya posa son panier et s'approcha à pas mesurés. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, sa voix portant l'autorité naturelle qui commandait les unités des marines. L'agent de sécurité la regarda avec dédain. « Cela ne vous concerne pas, madame. » Maya se plaça légèrement entre le garde et l'adolescent. « Je crois que cela me concerne lorsque je vois un client être harcelé sans motif. » Elle se tourna vers le jeune homme. « Comment t'appelles-tu » ? « Deshaun Harris. » répondit-il doucement. « Je suis juste venu prendre quelque chose à boire avant l'école. » Maya hocha la tête et se tourna vers l'agent de sécurité. « Monsieur Harris ici fait simplement un achat. À moins que vous ne l'ayez personnellement vu dissimuler de la marchandise, vous n'avez aucune raison de le retenir. » L'agent de sécurité bomba le torse. « Écoutez, madame, je fais juste mon travail. Ces gamins viennent ici tout le temps et dépensent leur argent comme n'importe quel autre client, » interrompit fermement Maya. « Il se trouve que j'ai une certaine expérience des protocoles de détention appropriés, grâce à mon travail avec le corps des marines des États-Unis. Je serais ravie de discuter des ramifications légales d'une détention illégale si vous le souhaitez. » À la mention des marines, le comportement de l'agent de sécurité changea légèrement. Il regarda Maya de haut en bas, essayant peut-être de concilier son apparence civile avec son affirmation confiante. « Peu importe, marmonna-t-il, reculant finalement. Gardez juste un œil sur lui. » Alors que le garde s'éloignait, Deshaun regarda Maya avec un mélange de gratitude et de peur résiduelle. « Merci, madame. »« De rien, Deshaun. Allez faire votre achat. » Alors que l'adolescent se dirigeait vers la caisse, le docteur Richardson s'approcha avec les médicaments d'Héloïse. « La prescription de votre mère est prête, » dit-il, tendant à Maya un sac blanc. « J'ai inclus des informations sur le nouveau calendrier de dosage recommandé par le cardiologue. » Maya le remercia et se dirigea vers le comptoir de caisse, payant les médicaments et ses autres articles. Alors qu'elle terminait sa transaction, elle jeta un nouveau coup d'œil dehors. Les officiers se tenaient maintenant directement devant le magasin, attendant clairement. Le docteur Richardson suivit son regard. « Peut-être attendre quelques minutes. J'aurais besoin de votre avis sur quelque chose à l'arrière. » Maya secoua la tête. « Retarder ne fera qu'empirer les choses. Ils cherchent une raison, et fuir leur en donnerait une. » Elle redressa ses épaules et prit une profonde inspiration. « J'apprécie votre inquiétude, Jamal, mais j'ai fait face à pire. » Le docteur Richardson semblait inquiet, mais hocha la tête. « Je regarderai et enregistrerai si nécessaire. » Maya lui adressa un petit sourire. « Espérons que cela n'en arrive pas là. » Elle attrapa ses sacs, vérifia que son portefeuille et sa pièce d'identité étaient facilement accessibles, et se dirigea vers la sortie, se préparant mentalement à ce qui allait arriver. Alors qu'elle ouvrait la porte, le soleil du matin l'aveugla momentanément, et les deux officiers s'avancèrent immédiatement, lui bloquant le chemin vers sa voiture. « Madame, pourrions-nous avoir un mot avec vous ?» demanda l'officier Parker, sa main posée négligemment près de son étui. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux blonds coupés courts et des yeux bleu pâle qui regardaient Maya avec une indifférence habituelle. Son partenaire,
l'officier Donovan, se positionna légèrement sur le côté, bloquant efficacement le chemin de Maya vers sa voiture. Il était plus petit mais plus trapu, avec des cheveux foncés et un froncement de sourcils permanent qui suggérait qu'il trouvait le monde perpétuellement décevant. Maya s'arrêta, maintenant une distance respectueuse, sa posture droite mais non menaçante. « Bien sûr, officier. Comment puis-je vous aider ?» répondit-elle d'une voix égale. L'officier Parker désigna sa voiture. « Votre véhicule correspond à la description d'un véhicule impliqué dans un vol signalé il y a environ 20 minutes. Ça vous dérange si nous vous demandons ce que vous faites dans ce quartier ?» Maya garda son expression neutre malgré le prétexte évident. Il n'y avait eu aucun rapport de vol aux nouvelles ce matin-là, et elle était avec sa mère jusqu'à son départ pour la pharmacie. « Je viens chercher des médicaments sur ordonnance pour ma mère, » répondit-elle, levant légèrement le sac de la pharmacie. « J'habite dans le quartier. » Les yeux de l'officier Donovan se rétrécirent alors qu'il regardait sa voiture, puis Maya. « C'est un beau véhicule pour ce quartier. Quelle est son année ? » « Un modèle 2023. » L'implication était claire dans son ton. Maya refusa de mordre à l'hameçon. « C'est un 2022. Je l'ai acheté l'année dernière avant de revenir à Philadelphie. »« Revenant d'où ?» insista Parker, faisant un petit pas de plus. « J'ai été stationné dans diverses bases militaires au cours des 20 dernières années. Je suis actuellement en congé pour prendre soin de ma mère. » L'officier Parker échangea un regard avec son partenaire. « Militaire, hein ? Vous avez une pièce d'identité sur vous ? » Maya hocha la tête. « Oui, j'ai mon permis de conduire. » Elle porta lentement la main à son sac, ses mouvements délibérés et visibles. Elle retira son portefeuille et en sortit son permis de conduire de Pennsylvanie, ne sortant délibérément pas son identifiant militaire. S'ils étaient des officiers légitimes avec des préoccupations légitimes, son identifiant civil suffirait. Elle le tendit à l'officier Parker, qui l'étudia avec un examen exagéré. Maya Johnson, adresse Dockwood Heights, lut-il à voix haute. Il est écrit que vous faites un M75, mais vous avez l'air plus grande. C'était un commentaire étrange, apparemment destiné à la déstabiliser. Un M75 est correct, répondit calmement Maya. Donovan fit le tour derrière elle, regardant par les vitres de sa voiture. Quelle branche de l'armée avez-vous dit que vous serviez ? Je n'ai pas précisé, mais je sers dans le corps des marines des États-Unis. Parker lui rendit son permis avec un sourire narquois. Marine, hein ? Je ne vous aurais pas imaginé là-dedans. La plupart des marines que je connais ont l'air un peu plus militaires. Les sous-entendus racistes et sexistes étaient évidents, mais Maya garda son sang-froid. Y a-t-il quelque chose de spécifique à mon véhicule qui correspond à votre rapport de vol ? J'aimerais éclaircir cela rapidement, car ma mère attend ses médicaments. Au lieu de répondre, Parker parla dans sa radio. Dispatch, nous allons avoir besoin d'une vérification des antécédents pour Amaya Johnson. Il récita ses informations de permis, observant sa réaction pendant qu'il le faisait. Maya resta immobile, son visage impassible. À ce moment-là, plusieurs clients étaient sortis de la pharmacie et observaient l'interaction. Quelques-uns avaient leur téléphone sorti, enregistrant la scène. Le docteur Richardson se tenait dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. En attendant ces informations, cela vous dérangerait-il si nous jetions un coup d'œil dans votre véhicule ? Demanda Donovan, bien que son ton indiquait clairement que ce n'était pas vraiment une question. En fait, cela me dérangerait, répondit fermement Maya. Je ne consens pas à une fouille de mon véhicule. À moins que vous n'ayez une cause probable ou un mandat, j'aimerais continuer mon chemin. L'expression de Parker se durcit. Madame, nous avons des raisons de croire que votre véhicule a été impliqué dans un crime, ce qui nous donne une cause probable. Maya secoua légèrement la tête. Avec tout le respect que je vous dois, officier, une vague affirmation selon laquelle ma voiture correspond à une description sans aucun détail ne constitue pas une cause probable en vertu de la loi. Si vous avez des informations spécifiques sur la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation et les caractéristiques distinctives qui correspondent à mon véhicule, je serais ravi de les entendre. La radio sur l'épaule de Parker grésilla. Aucun mandat en suspens pour Maya Johnson, rapporta la voix du répartiteur. La mâchoire de Parker se serra visiblement. Bien reçu, répondit-il, puis reporta son attention sur Maya. Vous semblez en savoir beaucoup sur la loi pour quelqu'un qui vient juste chercher des prescriptions. Comme je l'ai mentionné, je sers dans l'armée. Comprendre les protocoles légaux fait partie de ma formation. À ce moment-là, la petite foule de spectateurs avait grossi. Maya remarqua que plusieurs personnes avaient leur téléphone sorti, enregistrant l'interaction. L'officier Parker sembla le remarquer aussi,
son comportement changeant légèrement avec la conscience d'être documenté. « Écoutez, nous pouvons faire ça facilement ou difficilement, » dit-il, baissant la voix. « Militaire ou non, vous n'êtes pas coopérative avec une enquête de police. » Avant que Maya ne puisse répondre, une troisième voiture de police s'arrêta et le sergent James Cooper en sortit. Il était plus âgé que les autres officiers, avec des cheveux grisonnants aux tempes et la démarche confiante de quelqu'un habitué à l'autorité. « Quelle est la situation ici ?» demanda-t-il en s'approchant. Parker se redressa légèrement. « Suspecte possible dans le vol de Jefferson Street, sergent. Le véhicule correspond à la description et elle n'est pas coopérative. » Maya garda son sang-froid. « Sergent, j'ai fourni mon identification et expliqué ma présence ici. Je viens simplement chercher des médicaments pour ma mère et j'ai refusé une fouille de mon véhicule, ce qui est mon droit légal sans cause probable. » Le sergent Cooper la regarda de haut en bas, puis jeta un coup d'œil à la foule grandissante de spectateurs avec leurs téléphones enregistreurs. Son expression se durcit. « Les officiers Parker et Donovan m'ont informé que vous étiez conflictuel et que vous faisiez des déclarations menaçantes. » Le mensonge flagrant frappa Maya comme un coup physique, mais son visage ne révéla rien. « C'est catégoriquement faux, sergent, l'interaction a été enregistrée par de multiples témoins. » Elle fit un léger geste vers les passants. Cooper ignora sa déclaration. « Posez vos sacs sur le capot de la voiture et mettez vos mains où je peux les voir. » Ce qui avait commencé comme un simple voyage à la pharmacie escaladait vers quelque chose de beaucoup plus dangereux. À ce moment-là, Maya reconnut que ce n'était pas un harcèlement aléatoire, mais un ciblage délibéré. Ces officiers, faisant partie du groupe sous enquête pour inconduite, créaient une situation. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez immédiatement su que quelque chose n'allait pas? Commenté numéro 1. Si vous avez déjà ressenti ce pressentiment lorsque quelqu'un en position d'autorité abusait de son pouvoir, aimez et abonnez-vous si vous croyez qu'il est important de défendre vos droits même lorsque c'est difficile. La question qui se posait maintenant à Maya était cruciale. Devait-elle se conformer à des exigences illégales pour désamorcer la situation ou rester fermement sur ses droits légaux au risque d'une nouvelle escalade? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Voyons ce qui s'est passé ensuite dans cette incroyable histoire vraie. Madame, je ne le demanderai plus. Posez vos sacs sur le capot et mettez vos mains où je peux les voir. Ordonna le sergent Cooper, sa voix portant le poids d'un homme habitué à une obéissance immédiate. Maya calcula ses options dans la fraction de seconde qui suivit. En tant qu'officier des marines, elle était entraînée à évaluer les niveaux de menace et à réagir de manière appropriée. Ces officiers créaient une situation dangereuse, mais résister physiquement ne ferait que leur donner l'excuse qu'ils semblaient chercher. Avec des mouvements délibérés, elle plaça son sac de pharmacie sur le capot de sa voiture et tendit ses mains sur les côtés, paumes vers l'avant, dans une position non menaçante. « Je me conforme à vos instructions, sergent, mais je veux être clair sur le fait que je n'ai rien fait de mal et que je ne consens à aucune fouille. » La foule de badauds s'était agrandie, avec au moins une douzaine de personnes observant depuis le trottoir et l'entrée de la pharmacie. Le docteur Richardson s'était rapproché, son téléphone enregistrant clairement l'interaction. L'officier Parker le remarqua et fit un pas menaçant dans sa direction. « Monsieur, vous devez reculer tout de suite. » Le docteur Richardson tint bon. « Je suis sur la propriété de mon entreprise, officier. Cette femme est ma cliente et mon amie. C'est une enquête de police, » aboya Parker. « Intervenez et vous serez arrêté pour obstruction. » Maya croisa le regard du docteur Richardson et fit un léger signe de tête. « C'est bon, Jamal, » dit-elle calmement. « Veuillez reculer, mais continuez d'enregistrer. » Elle savait que la documentation serait cruciale. Plus tard, l'officier Donovan saisit le bras droit de Maya et la fit tourner brutalement, la poussant contre le côté de sa voiture avec une force inutile. L'impact lui coupa momentanément le souffle, mais elle garda son sang-froid, n'offrant aucune résistance qui aurait pu être mal interprétée. « Les mains derrière le dos », ordonna Donovan, bien qu'il lui tordait déjà les bras en position. Maya obéit, gardant sa respiration régulière malgré l'inconfort. « Vous me faites du mal inutilement, officier », déclara-t-elle clairement, assez fort pour que les appareils d'enregistrement le captent. « Je ne résiste pas. » Cooper se tourna vers la foule grandissante. « Tout le monde doit se disperser immédiatement. C'est une affaire de police. » Personne ne bougea. Au lieu de cela, d'autres téléphones furent sortis, capturant la scène sous plusieurs angles. Maya sentit du métal froid se refermer autour de ses poignets alors que Donovan serrait les menottes excessivement. Elle grimaça, mais ne fit aucun bruit. 20 ans de discipline militaire lui avaient appris à endurer des inconforts physiques bien pires. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle, gardant un ton respectueux malgré le traitement. «
J'ai pleinement coopéré. Le sergent Cooper ignora sa question. Nous allons fouiller votre véhicule, maintenant dans le cadre de notre enquête. Sans attendre de réponse, il fit un signe de tête à Parker, qui ouvrit immédiatement la portière de la voiture de Maya et commença à fouiller son contenu. C'était une violation flagrante de ses droits du 4e amendement. Mais Maya resta stratégique. Faire une scène ne ferait qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, elle se concentra sur le fait de s'assurer que les témoins continuaient à enregistrer la fouille illégale. Parker ouvrit le coffre et laissa échapper un léger sifflement. « Sergent, vous allez vouloir voir ça. » Cooper se déplaça vers l'arrière de la voiture, tandis que Donovan maintenait fermement Maya pressée contre le côté du véhicule. Maya savait exactement ce qu'ils avaient trouvé. Son sac de voyage militaire contenant certains de ses effets personnels et rangé dans un étui verrouillé, conformément à toutes les exigences légales, son arme de service. Elle était licenciée et autorisée à la porter, avec tous les documents appropriés dans le même compartiment. Eh bien, qu'avons-nous ici ? Dit Cooper d'une voix forte, soulevant l'étui verrouillé. On dirait que nous avons une arme. La foule murmura en réponse. Mais Maya remarqua plusieurs personnes secouer la tête, voyant clairement à travers la performance. C'est mon arme de service, correctement sécurisée et licenciée, déclara clairement Maya. La documentation se trouve dans la poche latérale du sac de voyage, y compris mon identifiant militaire et mon autorisation d'arme. Parker writ. Bien sûr. Tout le monde a une histoire quand il se fait prendre. Il ignora délibérément la poche qu'elle avait indiquée, continuant plutôt à fouiller ses effets personnels avec une minutie ostentatoire. Maya resta immobile, douloureusement consciente des menottes qui se resserraient. Elle sentit un liquide chaud couler le long de ses doigts et réalisa que les menottes trop serrées avaient déchiré la peau de ses poignets. Pourtant, elle garda son maintien militaire, se tenant droite malgré le fait d'être pressée contre la voiture. « Sergent Cooper, » dit-elle d'une voix égale. « Vous et vos officiers menez actuellement une fouille et une détention illégale. Je me suis identifiée et j'ai expliqué ma présence ici. Il n'y a pas de cause probable pour cette fouille et vous causez des blessures physiques avec des contraintes mal appliquées. » Cooper s'approcha d'elle, se tenant inconfortablement près. « Écoutez-moi bien, » dit-il, sa voix basse et menaçante. « Je me fiche du genre de fantaisie militaire à laquelle vous jouez dans ce quartier. Quand la police donne des ordres, vous les suivez. Vous me comprenez ? La tactique d'intimidation flagrante aurait pu fonctionner sur quelqu'un sans la formation et l'expérience de Maya. Au lieu de cela, elle le regarda fixement. « Je comprends parfaitement, sergent. » Je comprends aussi le droit constitutionnel et la procédure policière appropriée. Ce qui se passe en ce moment n'est ni l'un ni l'autre. Le visage de Cooper rougit de colère. Vous poussez vraiment le bouchon, madame. Jouer la carte militaire ne vous aidera pas ici. Maya ne répondit pas à l'appât, tournant plutôt son attention vers les témoins qui se rassemblaient. Mon nom est la colonelle Maya Johnson du corps des marines des États-Unis. Je suis détenue sans motif et privée de mes droits constitutionnels. J'apprécierais que quelqu'un contacte le quartier général de la police pour signaler cet incident. La mention de son grade fit reculer légèrement Cooper. L'incertitude scintilla sur son visage pour la première fois. Parker sortit de la fouille de sa voiture en tenant son portefeuille. Carte d'identité militaire, hein ? Voyons voir ça. Il fouilla son portefeuille, en sortant sa carte d'identité militaire. Son expression changea alors qu'il l'étudiait, puis la montra à Cooper. Un instant, le doute traversa les traits du sergent, mais il se ressaisit rapidement. Beaucoup de fausses cartes d'identité circulent. Nous vérifierons cela au poste. Il se tourna pour s'adresser à nouveau à la foule. C'est une affaire de police officielle. Quiconque interfère sera arrêté. Une femme âgée dans la foule cria. Nous n'interférons pas, nous sommes juste témoins. Elle n'a rien fait de mal. Plusieurs autres murmurèrent leur accord. La situation était en équilibre sur le fil du rasoir. Maya pouvait voir Cooper calculer ses options, réalisant que le scénario ne se déroulait pas comme il l'avait probablement prévu. Trop de témoins, trop d'appareils d'enregistrement. Pourtant, reculer maintenant signifierait perdre la face. Maya regarda sa fierté l'emporter sur la raison. L'officier Parker sécurise l'arme comme preuve. L'officier Donovan place Mademoiselle Johnson dans la voiture de patrouille. Nous l'emmenons pour possession d'une arme à feu sans licence et obstruction à la justice. L'arme est correctement licenciée, répéta calmement Maya. Et je n'ai rien obstrué. Cette détention est illégale. Cooper s'approcha de nouveau, sa voix baissant jusqu'à un murmure que seule Maya pouvait entendre. Vous pensez que vous êtes spécial parce que vous jouez aux soldats.
Quand nous aurons fini de vous traiter, cette belle carrière militaire sera terminée. Nous savons comment traiter les gens qui ne montrent pas le respect approprié. La menace était indubitable, et Maya ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air matinal. Ces officiers ne se livraient pas seulement à un harcèlement ou à un profilage occasionnel. C'était une intimidation délibérée de la part d'officiers déjà sous enquête. Des officiers qui n'avaient rien à perdre. Alors que Donovan la guidait brutalement vers la voiture de patrouille, Maya remarqua un SUV noir qui entrait sur le parking de la pharmacie. Un homme blanc grand, en chemise et cravate impeccable, en sortit, observant la scène avec une froideur calculatrice. Elle le reconnut immédiatement grâce au reportage sur l'enquête de corruption policière. Le lieutenant William Hansen, l'un des officiers supérieurs cités dans de multiples plaintes pour inconduite. Son arrivée confirma ses soupçons que ce n'était pas une rencontre aléatoire. Elle était délibérément ciblée, peut-être comme une démonstration de force pour le quartier, peut-être en représailles contre la communauté pour avoir coopéré à l'enquête interne. Alors qu'elle était poussée à l'arrière de la voiture de patrouille, Maya garda son maintien militaire, son expression ne révélant rien de son inquiétude croissante. La foule continuait d'enregistrer, certains lançant des mots de soutien. Le docteur Richardson se tenait, son téléphone levé, documentant tout. Maya croisa son regard alors que la portière de la voiture se fermait, lui faisant un léger signe de tête, un message silencieux passait entre eux. « Ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. » Mais alors que la voiture de patrouille s'éloignait de la pharmacie, Maya regarda par la fenêtre le lieutenant Hansen, observant avec satisfaction, et elle se demanda si sa confiance était déplacée. La situation avait dégénéré au-delà d'un simple cas de profilage racial. Elle était maintenant sous la garde d'officiers qui avaient démontré une claire volonté d'abuser de leur autorité. Des officiers qui pourraient avoir toutes les raisons de s'assurer qu'elle ne pourrait pas témoigner de ce qu'elle avait vu aujourd'hui. Alors qu'il s'éloignait des témoins et des caméras, Maya sentit la douleur des menottes trop serrées qui s'enfonçaient plus profondément dans ses poignets et se prépara à ce qui pourrait venir ensuite. La voiture de patrouille s'éloigna du parking de la pharmacie, laissant derrière elle la foule de témoins inquiets. Par la lunette arrière, Maya pouvait voir le docteur Richardson parler avec insistance dans son téléphone, tout en enregistrant le véhicule de police qui partait. L'officier Donovan conduisait tandis que le sergent Cooper était assis sur le siège passager, jetant occasionnellement un coup d'œil à Maya avec un mépris à peine voilé. L'officier Parker suivait dans une voiture séparée avec le lieutenant Hansen. La radio crépitait avec les communications du répartiteur, mais les officiers avaient baissé le volume, échangeant des regards significatifs alors qu'ils prenaient délibérément un itinéraire que Maya réalisa rapidement n'était pas le chemin direct vers le poste de police. Toute une scène là-bas, commenta Cooper avec désinvolture. Beaucoup de gens semblent penser que vous êtes quelqu'un de spécial. Maya resta silencieuse, se concentrant plutôt sur les rues qu'ils empruntaient. Ils s'éloignaient de l'artère principale, prenant un itinéraire tortueux à travers des zones moins peuplées du quartier. Sa formation militaire se déclencha alors qu'elle cartographiait mentalement leur emplacement, mémorisant les noms de rues et les points de repère. Les menottes s'enfonçaient plus profondément dans ses poignets à chaque virage du véhicule, le métal glissant de son sang. Cooper se tourna sur son siège pour la regarder directement. Pas si bavarde maintenant, n'est-ce pas? Tout ce jargon juridique disparaît quand il n'y a pas de public. Maya soutint son regard fixement. J'exerce mon droit de garder le silence jusqu'à ce que j'aie une représentation légale. Je n'ai commis aucun crime et je m'attends à être traité conformément à la procédure appropriée. Cooper rit, un son rauque sans humour. Procédure appropriée. C'est mignon. Vous savez ce qui arrive aux personnes qui manquent de respect aux officiers dans ce commissariat. Elles se perdent parfois dans le système pendant un certain temps. Les papiers sont égarés. Les appels téléphoniques ne passent pas. La menace était indubitable. Maya remarqua que Donovan avait éteint la caméra du tableau de bord de la voiture de patrouille, une autre violation du protocole qui confirmait ses soupçons quant à leurs intentions. Par les fenêtres, elle pouvait voir qu'ils traversaient maintenant une zone industrielle avec peu de piétons ou de commerce. L'endroit idéal pour que quelque chose tourne mal. Elle devait adapter sa stratégie. Mon commandant s'attend à mon appel dans l'heure, déclara-t-elle calmement. Si je ne me signale pas, des protocoles seront initiés. Ce n'était pas entièrement vrai, mais elle devait établir que son absence serait rapidement remarquée. Cooper sembla peu impressionné. Les protocoles militaires ne signifient pas grand-chose dans notre juridiction, colonel. La façon dont il insista sur son grade montrait clairement qu'il ne croyait pas à ses qualifications et « Qui exactement va venir vous chercher ?» Votre genre parle toujours beaucoup de ses relations. L'implication raciste flottait dans l'air, mais Maya refusa de s'engager dans la provocation. Au lieu de cela,
elle se concentra sur la collecte d'informations qui pourraient être utilisées plus tard comme preuve. Officier Donovan, numéro de badge 8743, dit-elle clairement en lisant le numéro sur son uniforme. Sergent Cooper, numéro de badge 5190. Lieutenant Hansen, numéro de badge 3271. Officier Parker, numéro de badge 6892. Cooper se retourna à nouveau, son expression s'assombrissant. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?»« M'assurer d'avoir des informations précises pour mon rapport », répondit Maya d'une voix égale. « Ainsi que la fouille illégale de mon véhicule, la force excessive dans l'application des contraintes, et maintenant la déviation délibérée de la route directe vers le poste de police. » Donovan parla pour la première fois depuis qu'il avait quitté la pharmacie. « Sergent, elle enregistre les numéros de badge. » Le visage de Cooper rougit de colère. « Vous pensez que ça compte ? Ce sera votre parole contre la nôtre. » Et devinez qui le système croit ? Maya ne répondit pas, regardant plutôt par la fenêtre alors qu'il passait devant une petite bodega où un vieil homme balayant le trottoir leva les yeux vers la voiture de police avec un froncement de sourcils. Elle établit un bref contact visuel, essayant de communiquer avec son expression que quelque chose n'allait pas. L'homme cessa de balayer, observant attentivement leur passage. Chaque témoin, chaque personne qui pourrait se souvenir d'avoir vu la voiture de patrouille dans cet endroit inattendu, pourrait être important plus tard. Alors qu'il roulait, Maya remarqua une amie de quartier de sa mère, Madame Turner, promenant son chien. La femme âgée fit un double mouvement, voyant Maya à l'arrière de la voiture de police, sortant immédiatement son téléphone. Maya fit un léger signe de tête avant que la voiture ne tourne un coin. La nouvelle se répandrait rapidement dans la communauté très unie. À ce moment-là, des gens de la pharmacie auraient partagé des vidéos de son arrestation sur les réseaux sociaux. Les officiers semblèrent le réaliser aussi, alors que Cooper parla dans sa radio. « Dispatch, nous reroutons vers le poste via Westmore Avenue en raison de problèmes de circulation. » C'était un mensonge évident car Maya pouvait voir que les rues étaient presque vides, mais cela créait un enregistrement officiel de leur soi-disant itinéraire. Le répartiteur accusa réception du message sans question. Maya regarda une adolescente au coin de la rue, peut-être 17 ans, fixer intensément la voiture de patrouille alors qu'elle passait. La fille, portant un sac à dos jaune vif, sembla reconnaître que quelque chose n'allait pas. Elle sortit son téléphone et sembla prendre une photo de la plaque d'immatriculation avant de s'éloigner rapidement. Cooper ne le remarqua pas, trop occupé à regarder Maya. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire, » dit-il. « Notre département est uni. Quel que soit le titre militaire fantaisiste que vous pensez avoir, cela ne vous aidera pas ici. » Maya resta silencieuse, mais son esprit travaillait rapidement. Ces officiers faisaient clairement partie du réseau de corruption mentionné dans les reportages. Leur confiance à détenir un officier militaire sans motif suggérait qu'ils avaient une protection de quelqu'un de plus haut gradé dans le département. Cela les rendait dangereux, mais cela signifiait aussi qu'ils étaient déjà sous surveillance. Alors que la voiture prenait un autre virage, s'éloignant des routes principales, Maya entendit la radio de Cooper grésiller à nouveau. « Toutes les unités sont avisées. Nous recevons plusieurs appels concernant un incident à la pharmacie Richardson impliquant les officiers Parker, Donovan et Cooper. Le chef Davis demande une clarification immédiate. » Cooper jura à voix basse, éteignant sa radio. « On dirait que votre fan club fait du bruit, » dit-il à Maya. « Ça n'aura pas d'importance. Quand nous aurons fini de vous traiter, ces vidéos seront de vieilles nouvelles. » La voiture de patrouille accéléra soudainement, et Maya dut se caler contre le siège pour éviter d'être projetée en avant. Il se dirigeait maintenant plus directement vers le poste, réalisant peut-être qu'un trop long délai soulèverait des questions supplémentaires. Par la fenêtre, Maya aperçut à nouveau l'adolescente au sac à dos jaune, courant maintenant à côté d'un adulte qui semblait filmer la voiture de police avec une caméra professionnelle. Les nouvelles locales avaient déjà repris l'histoire. La voiture du lieutenant Hansen s'arrêta à leur côté à un feu rouge et Maya put le voir parler avec insistance dans son téléphone, son expression tendue. Les officiers réalisaient que leur situation devenait compliquée. Cooper se tourna vers Donovan. « Prends l'entrée arrière. Évite les caméras de la réception jusqu'à ce que nous ayons réglé les papiers. » Maya nota attentivement cette instruction, une autre preuve de leur intention de contourner les procédures appropriées. Alors qu'ils approchaient du poste de police, Maya put voir une petite foule se rassembler déjà devant l'entrée principale. La nouvelle s'était répandue plus vite que les officiers ne l'avaient anticipé. Plusieurs personnes tenaient leur téléphone en l'air, attendant clairement de documenter son arrivée. Cooper jura à nouveau. « Faites le tour du pâté de maison. Nous utiliserons l'entrée du garage. » Alors qu'il passait devant le poste,
Maya aperçut une silhouette familière parmi la foule rassemblée. Sa mère. Eloise Johnson se tenait avec le soutien de sa voisine, son visage un masque de fureur contenu alors qu'elle regardait la voiture de police passer sans s'arrêter. À ses côtés se tenait Tanya Williams, l'amie d'enfance de Maya, parlant avec animation avec un homme en costume qui semblait être un journaliste. La communauté s'était mobilisée avec une rapidité étonnante. La voiture de patrouille fit le tour du pâté de maison et approcha du garage sécurisé de la police. Alors que le portail commençait à s'ouvrir, Maya vit un autre véhicule s'arrêter rapidement derrière eux, une berline noire avec des plaques gouvernementales. Les officiers ne l'avaient pas encore remarqué, concentrés sur le fait de la faire entrer sans plus d'exposition publique. Maya sentit la voiture descendre dans le garage souterrain, l'éclairage artificiel remplaçant le soleil du matin. Ses poignets palpitaient à cause des menottes trop serrées, mais son esprit restait clair et concentré. Ses officiers avaient commis une erreur critique en la ciblant, et il commençait seulement à le réaliser. Alors que la voiture se garait dans un coin isolé du garage, loin de la zone de traitement habituelle, Maya se prépara à ce qui allait suivre. Le lieutenant Hansen s'approcha alors que Donovan ouvrait la porte arrière pour la faire sortir du véhicule. « Faites-la entrer rapidement », ordonna Hansen. « L'affaire Maya est déjà partout. Nous devons contrôler le récit. » Maya garda son silence tandis qu'il la tirait brutalement de la voiture, notant chaque usage inutile de la force, chaque violation de procédure. Même alors qu'il la guidait vers une entrée latérale, plutôt que vers la zone d'enregistrement principale, elle resta impassible. Des années d'entraînement militaire l'avaient préparée à des situations bien pires que celle-ci. Ce que ses officiers ne réalisaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas en contrôle de cette situation. Ils ne l'avaient jamais été. Dès l'instant où ils avaient ciblé sa voiture, Maya avait collecté des renseignements, identifié des faiblesses et préparé sa contre-stratégie. Alors qu'ils approchaient de la porte, le téléphone du lieutenant Hansen sonna. Son expression changea alors qu'il écoutait l'appelant, ses yeux s'écarquillant légèrement avant de se durcir en un masque de colère contrôlée. « Changement de plan », dit-il sèchement à Cooper et Donovan. « Le chef veut qu'elle soit traitée par l'avant. Enregistrement standard, tout selon les règles. » Cooper Parrot Alarm. Lieutenant, étant donné les circonstances, ce sont les ordres, le coupa sèchement Hansen. Le chef examine personnellement ce dossier. Nous faisons cela correctement. Maya décela la première note d'incertitude dans la voix du lieutenant. Quelqu'un plus haut dans la chaîne de commandement était intervenu, quelqu'un dont même Hansen ne pouvait ignorer l'autorité. Alors qu'il la redirigeait vers l'entrée principale, Maya aperçut la berline noire gouvernementale garée près de la sortie du garage. Le chauffeur se tenait à côté, parlant dans un téléphone. Sa posture militaire était indubitable, même en vêtements civils. La nouvelle était parvenue à son commandement plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Les pièces du puzzle se mettaient en place pour sa contre-offensive, la stratégie qu'elle avait développée depuis le moment où Parker et Donovan avaient commencé à suivre sa voiture. Ses officiers pensaient avoir détenu une femme noire au hasard qu'ils pouvaient intimider en toute impunité. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point leur erreur de calcul avait été profonde. Les lumières fluorescentes du poste de police projetaient des ombres dures sur le visage de Maya, tandis que les officiers la conduisaient à travers la zone d'enregistrement. Malgré la douleur de ses poignets ensanglantés et l'humiliation publique d'être exhibée à travers le poste menotté, son expression resta calme, ne révélant rien de ses calculs internes. 20 ans d'expérience militaire lui avaient appris à maintenir une conscience tactique même dans les circonstances les plus difficiles. Elle scanna la pièce méthodiquement, notant les caméras de sécurité de sortie et les positions du personnel. Le lieutenant Hansen marchait devant, son dos raide de tension alors qu'il parlait discrètement avec le sergent de bureau. Derrière elle, les officiers Parker et Donovan maintenaient une pression inutile sur ses bras, leur prise assez serrée pour laisser des ecchymoses. Le sergent Cooper rôdait à proximité, ses yeux papillonnant nerveusement entre Maya et l'entrée principale, où une foule grandissante pouvait être vue à travers les portes vitrées. La zone d'enregistrement était exceptionnellement occupée pour cette heure du matin, avec plusieurs officiers que Maya ne reconnaissait pas, observant les procédures avec un intérêt mal dissimulé. Les nouvelles se propagent vite dans les services de police, surtout lorsqu'il s'agit d'une possible inconduite de la part de collègues. Maya fut placée sur un banc dans la zone de traitement, toujours menottée malgré le sang visible qui tachait ses poignets. Le sergent de bureau, une femme noire plus âgée dont le badge indiquait Williams, regarda les blessures de Maya avec un léger froncement de sourcils avant de se tourner avec une expression soigneusement neutre vers le lieutenant Hansen. « Monsieur, la prisonnière devrait recevoir des soins médicaux avant le traitement, déclara-t-elle, son ton professionnel mais ferme. Hansen fit un geste de la main dédaigneux. Elle va bien, elle fait juste du cinéma. Maya établit un contact visuel direct avec le sergent Williams,
une communication silencieuse entre deux femmes professionnelles qui comprenaient exactement ce qui se passait. L'expression de Williams ne révéla rien, mais elle fit une note délibérée dans le registre d'enregistrement, documentant l'heure et les blessures visibles de Maya. C'était un petit acte de professionnalisme qui pourrait s'avérer significatif plus tard. Alors que Maya était assise sur le banc dur, elle réfléchit à des situations similaires qu'elle avait rencontrées au cours de sa carrière militaire en Afghanistan. Elle avait une fois été détenue par des chefs de guerre locaux, alors qu'elle menait une mission de renseignement. Elle avait gardé son sang-froid, recueillant soigneusement des informations, en attendant le bon moment pour révéler sa véritable identité et ses relations. Les mêmes principes s'appliquaient ici, bien qu'elle ne s'attendait jamais à avoir besoin de ses compétences sur le sol américain. Son esprit revint 3 ans en arrière, lorsqu'elle avait mené une enquête interne sur la corruption au sein d'une chaîne d'approvisionnement militaire. Plusieurs officiers de haut rang avaient détourné du matériel et le vendaient sur le marché noir, croyant que leur grade les protégerait de l'examen. Maya avait méthodiquement recueilli des preuves, bâtissant un dossier en béton avant d'agir contre eux. Lorsque les arrestations eurent finalement lieu, les officiers corrompus furent stupéfaits de découvrir que la colonelle tranquille et discrète qu'ils avaient sous-estimée avait documenté leurs crimes pendant des mois. Maintenant, alors qu'elle regardait Hansen, Cooper, Parker et Donovan se consulter à voix basse et urgente, elle reconnaissait les mêmes schémas de comportement. Les regards nerveux, les arguments chuchotés, la prise de conscience croissante qu'ils avaient commis une grave erreur de calcul. Par les portes d'entrée, Maya pouvait voir la foule devant le poste continuer à grossir. Des fourgonnettes de presse étaient arrivées, leurs antennes paraboliques s'étendant vers le ciel. Parmi les personnes rassemblées, elle aperçut à nouveau sa mère, maintenant assise dans un fauteuil roulant fourni par un voisin inquiet. À côté d'Héloïse se tenait le docteur Richardson, enregistrant toujours avec son téléphone. La communauté s'était mobilisée avec une rapidité et une organisation remarquables. À l'intérieur de la voiture de patrouille qui l'avait amenée au poste, les officiers avaient fait de nombreuses déclarations incriminantes, croyant clairement qu'ils opéraient en toute impunité. Ils n'avaient aucun moyen de savoir que Maya avait mentalement enregistré chaque mot, chaque menace, chaque violation de procédure. Sa mémoire eidétique, qui l'avait aidé à gravir les échelons militaires, cataloguait maintenant des preuves contre eux. Ses poignets palpitaient douloureusement, là où les menottes trop serrées avaient déchiré la peau. Les officiers les avaient délibérément appliquées pour causer de l'inconfort, une tactique d'intimidation courante. Maya avait connu des douleurs bien pires pendant son entraînement militaire et ses déploiements au combat. Mais elle nota la blessure comme une autre preuve. La force excessive serait ajoutée à la liste croissante des violations. Le lieutenant Hansen s'approcha, son expression maintenant soigneusement contrôlée. « Vos effets personnels seront catalogués et conservés jusqu'à votre libération », déclara-t-il formellement, clairement conscient des regards des autres officiers. « Vous serez autorisé à un appel téléphonique après le traitement. » Maya répondit avec une précision calme. « J'ai besoin de soins médicaux immédiats pour les blessures subies lors de mon arrestation. Je demande également formellement que ces menottes soient desserrées, car elles ont causé des plaies ouvertes à mes poignets. » Sa voix portait juste assez pour être entendue par les officiers à proximité, créant des témoins supplémentaires de son état. La mâchoire de Hansen se serra, mais avec tant d'yeux sur eux, il fit un signe de tête brusque à l'officier Parker. « Ajustez les contraintes. » Parker s'approcha, à contre-cœur, desserrant marginalement les menottes. Même ce léger soulagement envoya une douleur fulgurante dans les mains de Maya, alors que la circulation sanguine commençait à revenir. Elle ne montra aucune réaction, son visage restant impassible. « Merci, officier Parker. » Numéro de badge 6892, dit-elle clairement, s'assurant que quiconque écoutait le relirait à ses blessures. Par la fenêtre, Maya remarqua une berline noire familière s'arrêter devant le poste. Le capitaine David Wilson, son aide et collègue des marines, en sortit en uniforme de gala complet, accompagné du lieutenant Marcus Rodriguez. Ils étaient arrivés bien plus tôt qu'elle ne l'avait anticipé, suggérant que sa mère ou le docteur Richardson avaient appelé immédiatement après son arrestation. Les officiers remarquèrent que son attention se portait sur la fenêtre et se tournèrent pour voir les marines en uniforme approcher. L'expression du lieutenant Hansen s'assombrit. « Des amis à vous » demanda-t-il avec une désinvolture forcée. Maya se permit enfin un petit sourire contrôlé. « Des collègues. » La radio au bureau crépita. « Tous les officiers sont avisés. Le chef de police Davis est en route pour le poste. » ETA 5 minutes. Le lieutenant Hansen et le sergent Cooper doivent se présenter à son bureau immédiatement à son arrivée. L'atmosphère dans la zone d'enregistrement changea perceptiblement. D'autres officiers commencèrent à trouver des raisons de s'éloigner du groupe entourant Maya, se distançant de ce qui devenait clairement une situation problématique.
Maya avait déjà vu ce comportement, l'abandon soudain de ceux qui sentaient qu'ils étaient du mauvais côté du pouvoir. Par les fenêtres, elle pouvait maintenant voir plusieurs équipes de presse installer leur équipement. L'histoire prenait de l'ampleur rapidement. Elle pensa aux adolescents qui avaient été témoins de son arrestation, aux membres de la communauté qui s'étaient immédiatement mobilisés, aux clients de la pharmacie qui avaient enregistré la confrontation initiale. En la ciblant, ces officiers avaient par inadvertance créé exactement le genre d'incident public qui pourrait faire éclater l'enquête de corruption plus vaste. Le téléphone de bureau sonna et le sergent Williams y répondit, son expression soigneusement neutre alors qu'elle écoutait. « Oui, monsieur. Elle est ici, à l'enregistrement. »« Non, monsieur, pas encore traitée. » Elle jeta un coup d'œil à Maya, puis à Hansen. « Oui, monsieur. »« Compris. » Elle raccrocha et s'adressa au lieutenant. Le chef Davis ordonne l'arrêt de tout traitement jusqu'à son arrivée. La prisonnière doit rester dans la zone d'enregistrement et du personnel médical est dépêché pour évaluer ses blessures. Le visage de Hansen rougit de colère, mais il hocha la tête raidement. Les dynamiques de pouvoir changeaient rapidement, et il le savait. Maya resta assise, sa posture militaire droite malgré son inconfort. Elle avait été dans des situations bien pires et en était sortie victorieuse. Ce ne serait pas différent. Avez-vous déjà été dans une situation où des gens vous ont sous-estimé, pour découvrir trop tard à qui ils avaient affaire? Commenté numéro 1. Si vous avez déjà dû rester calme face à l'injustice, sachant que votre moment viendrait, aimez et abonnez-vous si vous croyez qu'il faut rester ferme face à l'intimidation. Ces officiers pensaient avoir détenu une citoyenne ordinaire qu'ils pouvaient intimider en toute impunité, mais ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient réellement affaire. La question était maintenant, comment la colonelle Maya Johnson allait-elle transformer cette situation pour exposer non seulement ses officiers individuels, mais l'ensemble du système corrompu qu'ils représentaient? Le moment le plus puissant était encore à venir, et il allait tout changer. Continuons avec ce qui s'est passé ensuite. Lorsque les plus hautes autorités arrivèrent au poste, l'atmosphère dans le poste de police crépita de tension alors que les portes d'entrée s'ouvraient. Le chef de police Gregory Davis entra, sa présence imposante attirant immédiatement tous les regards. À 62 ans, Davis était un vétéran de 20 ans du département qui avait gravi les échelons sur une plateforme de responsabilisation et d'engagement communautaire. Sa complexion foncée était marquée de lignes sombres alors qu'il examinait la scène, observant les poignets ensanglantés de Maya et les postures nerveuses des officiers qui l'avaient arrêté. Derrière lui suivaient deux autres figures. Le capitaine David Wilson en uniforme de gala complet des marines, sa poitrine décorée de médailles de service, et une femme en costume impeccable que Maya reconnut comme Denise Harper, l'enquêtrice principale des affaires internes. Le poste devint silencieux alors que le chef Davis s'approchait. Le lieutenant Hansen s'avança, tentant de prendre le contrôle du récit. « Chef, nous avons appréhendé cette femme en relation avec le vol de Jefferson Street. Elle est devenue conflictuelle et a été trouvée en possession d'une arme à feu non enregistrée. » Le chef Davis leva la main, arrêtant Hansen au milieu de sa phrase. « Lieutenant, mon bureau a reçu 17 vidéos civiles de cette arrestation au cours des 30 dernières minutes. J'en ai personnellement visionné 9. N'aggravez pas votre situation avec de fausses déclarations. » Il se tourna vers Maya, son expression s'adoucissant légèrement. « Colonel Johnson, au nom de ce département, je m'excuse pour le traitement que vous avez reçu aujourd'hui. Le personnel médical est en route. » Maya le remercia d'un léger signe de tête, mais resta assise. Le moment stratégique qu'elle attendait n'était pas encore arrivé. Plus d'officiers se rassemblaient dans la zone d'enregistrement, attirés par la présence inhabituelle du chef et du marine en uniforme. Le capitaine Wilson s'approcha de Maya, se tenant à une distance respectueuse. « Colonel, vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix portant le poids de leur expérience militaire partagée. « Je vais bien, capitaine », répondit calmement Maya. « Bien que j'apprécierais que ces contraintes soient retirées car elles ont causé des blessures mineures. » Le chef Davis se tourna vers le sergent Williams. « Retirez les menottes immédiatement et documentez ces blessures. » Alors que Williams s'approchait avec la clé des menottes, le lieutenant Hansen intervint. « Monsieur, avec respect, le protocole du département exige que les prisonniers restent sous contrainte jusqu'à la fin du traitement. » L'expression du chef se durcit. « Lieutenant, ce n'est pas une prisonnière. C'est une officier décorée du corps des marines qui a été illégalement détenue par des membres de mon département. Les menottes seront retirées maintenant. » Williams déverrouilla soigneusement les menottes, révélant de profondes lacérations rouges là où le métal avait coupé la peau de Maya. Plusieurs officiers grimaçaient visiblement à la vue. Maya ramena lentement ses mains vers l'avant, fléchissant ses doigts pour restaurer la circulation.
Le mouvement envoya des vagues de douleur dans ses bras, mais son visage resta impassible. Les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau, alors que les ambulanciers entraient avec une trousse médicale. Derrière eux venait le lieutenant Marcus Rodriguez, portant une mallette en cuir frappée de l'insigne du corps des marines. Maya la reconnut comme contenant ses documents et titres militaires officiels. Les pièces stratégiques se mettaient en place. Alors que les ambulanciers commençaient à traiter ses poignets, Maya remarqua l'officier Parker qui tentait de s'échapper vers une sortie latérale. « Officier Parker !» cria-t-elle, sa voix portant l'autorité naturelle qui commandait les unités des marines. « Je crois que vous êtes toujours en possession de mon arme de service et de mon identification militaire. Ce sont des propriétés fédérales et doivent être restituées immédiatement. » Parker se figea, pris entre la retraite et la conformité. Le chef Davis se tourna vers lui, son expression s'assombrissant davantage. « Officier, restituez la propriété de la colonelle maintenant. » Avec réticence, Parker s'approcha avec le portefeuille de Maya et l'étui verrouillé contenant son arme de service. Il les posa sur le bureau sans rencontrer le regard de personne. Le lieutenant Rodriguez ouvrit la mallette et en sortit un dossier d'apparence officielle. « Chef Davis, voici les titres militaires et les documents d'autorisation d'armes de la colonelle Johnson. Comme vous le verrez, tout est en parfait ordre. » Le chef examina les documents, hochant gravement la tête. « Comme je m'y attendais. Lieutenant Hansen, vous et vos officiers avez affirmé que cette arme n'était pas enregistrée. Avez-vous vérifié cette affirmation avant l'arrestation ? » Hansen se tortilla inconfortablement. « Nous avions prévu de traiter la vérification au poste. » Après avoir exhibé un officier décoré dans les rues menottées, nota le chef Davis, sa voix froide. Après avoir pris un itinéraire détourné vers le poste, qui déviait de la procédure standard. Après avoir appliqué des contraintes avec une force excessive, causant des blessures visibles. Le poste était devenu complètement silencieux. Chaque officier, chaque membre du personnel administratif regardait la scène se dérouler. Par les fenêtres, Maya pouvait voir que la présence médiatique avait considérablement augmenté. Des caméras de presse étaient braquées sur le bâtiment, capturant ce qu'elles pouvaient du drame qui se déroulait. L'ambulancier termina de bander les poignets de Maya et recula respectueusement. « Les coupures ne sont pas assez profondes pour nécessiter des points de suture, mais vous devriez les faire nettoyer et penser à nouveau demain, » conseilla-t-elle. Maya la remercia discrètement, puis se leva lentement. Le moment qu'elle calculait depuis son arrestation était arrivé. Avec une précision délibérée, elle se redressa de toute sa hauteur, redressant ses épaules et levant le menton dans une posture instantanément reconnaissable par quiconque ayant une expérience militaire. Malgré ses vêtements civils et ses poignets bandés, sa prestance la transforma. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur elle alors qu'elle levait sa main droite dans un salut militaire parfait, maintenant la position avec une fermeté inébranlable. Le geste, venant d'une femme qu'ils avaient vue humiliée et blessée quelques instants auparavant, portait une puissance qui fit taire toute la pièce. Le capitaine Wilson et le lieutenant Rodriguez rendirent immédiatement le salut avec une précision militaire. Après un moment mesuré, Maya baissa la main et s'adressa directement au chef Davis. « Monsieur, je suis la colonelle Maya Johnson, commandante de la 4e division des marines. Je demande formellement que ces officiers fassent l'objet d'une enquête pour violation des droits civiques, abus de pouvoir, force excessive et profilage racial. » Sa voix porta dans la zone d'enregistrement maintenant silencieuse. La transformation était complète. Plus la femme civile traitée par le système, elle se tenait devant eux comme ce qu'elle était vraiment, un officier militaire de haut rang habitué au commandement et au respect. Par les fenêtres, plusieurs vétérans dans la foule à l'extérieur reconnurent ce qui se passait et se mirent au garde à vous, certains offrant leur propre salut. Une journaliste locale, elle-même ancienne sergent de l'armée, murmura avec urgence dans son microphone, expliquant la signification du moment à ses téléspectateurs. Le chef Davis hocha solennellement la tête. « Votre demande est notée et sera honorée, colonel. Ces officiers sont suspendus avec effet immédiat en attendant une enquête complète. » Il se tourna vers l'enquêtrice des affaires internes. « Mademoiselle Harper, veuillez commencer à traiter les documents nécessaires. » L'enquêtrice s'avança. « Colonel Johnson, nous construisons un dossier contre ces officiers depuis plusieurs mois. Votre expérience d'aujourd'hui fournit des preuves critiques dans un schéma continu de mauvaise conduite. Seriez-vous prête à fournir une déclaration formelle ? » Maya hocha la tête. « Bien sûr. Je m'en doutais lorsque j'ai reconnu le lieutenant Hansen d'après les reportages sur votre enquête. » Cette révélation provoqua un émoi parmi les officiers qui regardaient. Le visage de Hansen se vida de toute couleur alors qu'il réalisait les implications. « Vous saviez qui j'étais ?» Maya soutint son regard fixement.
Je fais en sorte d'être informé des menaces potentielles dans tout environnement où j'entre. Votre nom et votre visage figuraient en bonne place dans la couverture médiatique de l'enquête sur la corruption la semaine dernière. L'officier Donovan, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, éclata soudainement. Vous nous avez piégés. C'était un piège. Maya tourna son attention vers lui, son expression illisible. Officier Donovan, la première chose que j'ai faite a été de simplement aller chercher des médicaments pour ma mère. Vous et vos collègues avez choisi de me cibler en fonction du profilage racial. Chaque action qui a suivi était votre choix, pas le mien. Pendant qu'elle parlait, les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau. Eloise Johnson fut poussée par le docteur Richardson, accompagnée de plusieurs membres de la communauté. Les yeux de la femme âgée brillaient d'une fierté féroce en voyant sa fille se tenir droite et inflexible. Maya salua sa mère d'un léger signe de tête, mais maintint son comportement professionnel. La situation était toujours en cours et elle restait concentrée sur l'objectif tactique, s'assurer que ses officiers subissent les conséquences de leurs actions. Le lieutenant Hansen, voyant sa position se détériorer rapidement, tenta une dernière manœuvre. Chef. Indépendamment de son statut militaire, elle n'a pas coopéré lors d'un arrêt de police légitime. Ce sont toujours des motifs de... Le chef Davis l'interrompit sèchement. Les vidéos ont clairement montré que ces officiers menaient une détention illégale sans cause probable. Il n'y avait aucun rapport de vol correspondant au véhicule de la colonel Johnson. C'était une fabrication. Il se tourna pour s'adresser à toute la pièce. Ce département a fait l'objet d'un examen minutieux pour des schémas de mauvaise conduite qui sapent notre mission de protection et de service. Ce qui s'est passé aujourd'hui est exactement le genre d'abus que nous nous efforçons d'éliminer. Par les fenêtres, Maya pouvait voir que la foule à l'extérieur avait encore grossi. Des hélicoptères de presse survolaient, leurs caméras capturant la scène d'en haut. Les réseaux sociaux explosaient sans aucun doute avec des vidéos de son arrestation. Et maintenant cette confrontation dramatique. Ce qui avait commencé comme un simple voyage à la pharmacie s'était transformé en un moment pivot dans la lutte continue contre la mauvaise conduite policière. Maya se tenait au centre de tout cela, son maintien militaire non diminué par l'épreuve. Elle avait fait face aux tirs ennemis dans les zones de combat avec la même détermination calme qu'elle apportait maintenant à cette confrontation. Les officiers qui avaient pensé l'intimider étaient maintenant ceux qui faisaient face à un examen minutieux et à des conséquences. Alors que le chef Davis continuait à s'adresser au département, l'esprit de Maya avançait déjà, calculant comment cet incident pourrait être exploité pour un changement significatif. Ces officiers n'étaient que des symptômes d'un problème systémique plus profond. Une véritable transformation nécessiterait plus qu'une responsabilité individuelle. Cela nécessiterait une réforme structurelle. Et dans ce moment inattendu, elle avait reçu une plateforme à partir de laquelle plaider exactement pour cela. Le poste de police s'était transformé en quelque chose ressemblant à un centre de commandement, le chef Davis donnant des instructions rapides à divers officiers tandis que l'enquêtrice des affaires internes Denise Harper documentait méthodiquement tout. Maya se tenait près du bureau d'enregistrement, maintenant le point focal d'un type d'attention entièrement différent de celui que les officiers avaient l'intention d'attirer lorsqu'ils l'avaient amené. « Colonel Johnson », dit le chef Davis en s'approchant avec un comportement formel. « J'ai ordonné la libération immédiate de tous vos effets personnels. Aucune accusation ne sera portée et je tiens à m'excuser formellement au nom du département de police de Philadelphie pour le traitement que vous avez reçu aujourd'hui. » Maya accusa réception de ces paroles d'un signe de tête professionnel. « J'apprécie cela, chef Davis. Cependant, je ne peux pas accepter la libération tant que la documentation appropriée de cette détention illégale n'est pas terminée. » Sa voix porta dans la zone d'enregistrement maintenant bondée. « Je veux des enregistrements officiels de chaque officier impliqué, de chaque violation de procédure et de chaque blessure subie lors de cet incident. » Un murmure se répandit parmi les officiers assemblés. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient de quelqu'un à qui on offrait une libération immédiate. La plupart des civils auraient accepté avec gratitude la liberté et fui le poste. Maya Johnson prolongeait délibérément son temps de détention pour assurer une documentation complète. Le chef Davis l'étudia avec un respect renouvelé. « Bien sûr, colonel, nous préparons les documents nécessaires immédiatement. » Le lieutenant Hansen, toujours présent, mais maintenant à l'écart de ses collègues officiers, regardait avec une hostilité à peine voilée. Sa carrière se désagrégeait sous ses yeux, et il le savait. Dehors, la foule avait continué de grossir. Par les portes vitrées, Maya pouvait voir des journalistes diffuser des informations en direct. Leurs caméras braquées sur l'entrée du poste. L'histoire se répandait rapidement, reprise par les réseaux nationaux comme un cas emblématique de mauvaise conduite policière et de profilage racial.
Le capitaine Wilson s'approcha, se tenant au repos à côté de Maya. « Colonel, votre général commandant a été informé de la situation. Il envoie son plein soutien et a dépêché des officiers JAG pour aider si nécessaire. » Maya accusa réception d'un léger signe de tête. « Merci, capitaine. Veuillez informer le général que j'ai l'intention d'utiliser cet incident pour aborder des problèmes systémiques plus larges au-delà de mon cas individuel. » L'expression de Wilson resta professionnellement neutre, mais ses yeux reflétaient la compréhension. En tant qu'homme noir dans l'armée lui-même, il reconnaissait exactement ce qu'elle voulait dire. Les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau alors qu'un groupe de vétérans traversait la foule à l'extérieur. Ils entrèrent dans le poste et formèrent une garde d'honneur informelle près de l'entrée. Leur présence, une déclaration silencieuse de solidarité. Beaucoup portaient des casquettes ou des vestes identifiant leur service militaire. Un vieil homme avec une casquette de vétéran du Vietnam croisa le regard de Maya et offrit un salut net, qu'elle lui rendit avec une précision égale. La puissance symbolique du moment n'échappa à personne. Le sergent Williams s'approcha avec une pile de formulaires. « Colonel Johnson, ce sont les rapports d'incidents documentant votre détention et les blessures que vous avez subies. Si vous pouviez les examiner et les signer, s'il vous plaît. » Maya accepta les documents et commença à examiner méthodiquement chaque page. Son souci du détail était méticuleux. « Sergent Williams, dit-elle après un instant, ce rapport omet les déclarations faites par le lieutenant Hansen concernant le fait de me prendre sur un itinéraire pittoresque vers le poste. Cela doit être inclus. » Williams hocha la tête, faisant la correction sans hésitation. Les officiers à proximité échangèrent des regards inconfortables, réalisant que Maya avait tout documenté depuis le moment de son arrestation. Le téléphone du chef Davis sonna et il s'éloigna pour y répondre. Son expression devint de plus en plus sérieuse alors qu'il écoutait. Quand il revint, il s'adressa directement au lieutenant Hansen. « Le maire convoque une réunion d'urgence du comité de surveillance de la police. Votre présence est requise, tout comme la mienne. » Il se tourna vers Maya. « Colonel Johnson, le comité a également demandé votre témoignage, si vous le souhaitez. » Maya hocha la tête. « Je serai honoré de fournir un compte-rendu complet des événements d'aujourd'hui au comité. » Les dynamiques de pouvoir avaient complètement changé. Les officiers qui s'attendaient à traiter Maya comme une civile impuissante se retrouvaient maintenant sous l'examen des plus hauts niveaux du gouvernement municipal. Par les fenêtres, Maya pouvait voir sa mère parler avec des journalistes. Le docteur Richardson à ses côtés. Le visage d'Eloise Johnson montrait la fierté féroce d'une femme qui avait élevé sa fille pour qu'elle tienne bon face à l'injustice. Sur la télévision installée dans le coin de la zone d'enregistrement, des images de l'arrestation de Maya passaient déjà sur une chaîne d'information locale. La légende en dessous disait « Colonel des marines décoré profilé racialement et détenu illégalement ». L'écran se divisa pour montrer le portrait militaire officiel de Maya, à côté d'images de ses décorations de combat. Son dossier de service défilait en bas. Récipiendaire de l'étoile de bronze, du purpelate. Multiples déploiements au combat. Spécialiste de la contre-insurrection. Le lieutenant Hansen regarda l'émission. Son visage était livide alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur de calcul. Ses officiers avaient ciblé quelqu'un qu'ils percevaient comme juste une autre civile noire qu'ils pouvaient intimider en toute impunité. Au lieu de cela, ils avaient détenu une commandante militaire hautement décorée avec une connaissance approfondie des protocoles de détention appropriés et l'autorité d'exiger des comptes. Un officier en uniforme s'approcha de Maya avec hésitation. « Colonel Johnson, il y a quelqu'un ici qui voudrait vous parler. » Il désigna un jeune adolescent noir debout près de l'entrée. Maya le reconnut immédiatement comme Deshaun Harris, le jeune homme qu'elle avait défendu à la pharmacie. Elle lui fit signe d'approcher. Deshaun s'avança, nerveux, conscient des nombreux regards posés sur lui. « Madame, je voulais juste vous remercier de m'avoir défendu au magasin et pour ce que vous faites maintenant. » Il jeta un coup d'œil aux officiers. Personne ne les a jamais tenus responsables avant. Maya Surratt Dousement. Parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse d'accepter l'injustice, Deshaun. Souviens-toi de ça. Le jeune homme hocha la tête, une nouvelle confiance dans sa démarche alors qu'il rejoignait sa mère qui attendait à proximité. L'enquêtrice des affaires internes Harper s'approcha avec une expression sérieuse. « Colonel Johnson, je tiens à vous informer que nous construisons un dossier contre ces officiers depuis des mois. De multiples plaintes pour profilage racial, force excessive et rapports falsifiés ont été déposés, mais nous avons eu du mal à obtenir des victimes qu'elles témoignent ou fournissent des preuves suffisantes. » Elle baissa légèrement la voix. « Votre dossier, avec ses multiples vidéos et votre documentation détaillée, pourrait être exactement ce dont nous avions besoin pour faire éclater cette affaire.
Maya hocha la tête, comprenant. Je m'en doutais lorsque j'ai reconnu le lieutenant Hansen d'après les reportages. Sa réputation le précède. Les sourcils de Harper se levèrent légèrement. Vous saviez qui étaient ces officiers avant votre arrestation. Je fais en sorte de comprendre les menaces potentielles dans tout environnement, répondit simplement Maya. Lorsque je suis revenue à Philadelphie pour prendre soin de ma mère, j'ai recherché les schémas de criminalité et les rapports de mauvaise conduite policière dans notre quartier. Les noms de ces officiers sont apparus à plusieurs reprises. Cette révélation se répandit rapidement dans le poste. Les officiers qui pensaient cibler une civile au hasard réalisèrent soudain qu'elle les avait reconnus dès le début, cataloguant leur mauvaise conduite avec la précision d'un officier du renseignement militaire. Les portes d'entrée s'ouvrirent à nouveau alors que la commissaire de police Eleanor Martinez entrait, accompagnée de fonctionnaires de la ville. La commissaire, une femme formidable d'une 50aine d'années qui avait gravi les échelons malgré les obstacles institutionnels, se dirigea directement vers Maya. « Colonel Johnson », dit-elle, tendant la main. « Je tiens à m'excuser personnellement pour ce que vous avez vécu aujourd'hui. Ce n'est pas ce que représente notre département. » Maya accepta la poignée de main fermement. « Avec respect, commissaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui semble être exactement ce que certains membres de votre département représentent. Les officiers qui m'ont détenu ont agi avec une confiance née d'une mauvaise conduite habituelle. » Ces mots, prononcés assez clairement pour être entendus par ceux qui se trouvaient à proximité, ne contenaient aucune colère, mais plutôt l'évaluation mesurée d'une professionnelle identifiant une défaillance systémique. La commissaire Martinez ne recula pas devant la critique. « Vous avez raison, et c'est pourquoi je suis ici. Ces officiers ont fait l'objet d'une enquête, mais des obstacles bureaucratiques ont empêché toute action décisive. Les événements d'aujourd'hui changent ce calcul. » Pendant qu'elle parlait, d'autres membres de la communauté s'étaient rassemblés à l'extérieur. Par les fenêtres, Maya pouvait voir des habitants du quartier brandissant des pancartes faites à la hâte, exigeant justice et responsabilisation. Le profilage racial d'un officier militaire décoré avait catalysé la frustration communautaire longtemps latente en une action organisée. Le chef Davis s'approcha à nouveau. « Colonel, le bureau du maire a organisé le transport vers l'hôtel de ville pour la réunion d'urgence du comité de surveillance. Êtes-vous prête à y aller ?» Maya jeta un coup d'œil à ses poignets bandés, puis aux officiers qui l'avaient arrêté. Ils se tenaient à l'écart maintenant, leurs expressions, un mélange de défi et de peur grandissante alors que les conséquences de leurs actions devenaient claires. « Oui, » dit-elle simplement. « Je suis prête. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, les vétérans assemblés formèrent un couloir d'honneur impromptu. Maya marcha entre eux avec un maintien militaire, saluant avec précision malgré ses blessures. Dehors, la foule s'écarta respectueusement, les caméras suivant sa progression. Le capitaine Wilson et le lieutenant Rodriguez la flanquèrent protectorément, bien que leur présence fût symbolique plutôt que nécessaire. Maya Johnson avait démontré qu'elle n'avait besoin d'aucune protection. Les officiers qui l'avaient arrêtée observèrent son départ depuis l'intérieur du poste, leur pouvoir dépouillé par le système même qu'ils avaient manipulé pendant si longtemps. Ce qui avait commencé comme un acte de profilage racial de routine s'était transformé en un moment pivot qui allait remodeler le département et potentiellement les pratiques policières à travers le pays. Alors que Maya montait dans le véhicule qui la conduirait à l'hôtel de ville, elle aperçut l'adolescente au sac à dos jaune qui avait photographié la plaque d'immatriculation de la voiture de police pendant son transport. La jeune fille se tenait avec un groupe de militants communautaires, son téléphone enregistrant toujours. Maya lui fit un léger signe de tête de reconnaissance et de gratitude. Ce petit acte de courage civil avait fait partie de la réponse communautaire qui avait aidé à inverser la tendance. Le véhicule s'éloigna du poste, laissant derrière lui des officiers confrontés à une nouvelle réalité où la responsabilisation n'était plus facultative. Maya Johnson était entrée dans leur domaine en tant que civile ciblée, mais en ressortait en tant que puissant catalyseur de changement, et elle ne faisait que commencer. Une semaine après l'arrestation qui avait attiré l'attention nationale, la colonelle Maya Johnson se tenait au pupitre de la chambre du conseil municipal de Philadelphie. La salle lambrissée de bois était remplie au-delà de sa capacité, avec des membres de la communauté, la presse et des fonctionnaires de la ville entassés dans chaque espace disponible. Les poignets de Maya portaient encore les marques pâles des menottes, des rappels visibles de l'injustice qui avait lancé ce qui était maintenant appelé un moment charnière dans la responsabilisation de la police. « Ce qui m'est arrivé n'était pas unique », déclara-t-elle, sa voix portant clairement à travers la chambre silencieuse. Le seul aspect inhabituel était que cela arrivait à quelqu'un ayant la formation et les ressources nécessaires pour exiger des comptes. Pour chaque cas comme le mien qui fait les gros titres, des milliers de nos concitoyens subissent un traitement similaire en silence. Derrière elle était assis la commissaire de police, le maire et les membres du comité de surveillance de la police nouvellement élargie.
Les accusations formelles contre les officiers Parker et Donovan, le sergent Cooper et le lieutenant Hansen avaient été déposées 3 jours plus tôt. Violation des droits civiques, dépôt de faux rapports, usage excessif de la force et complot en vue d'obstruer la justice. Les preuves contre eux étaient accablantes. 17 vidéos civiles de l'arrestation de Maya avaient été soumises aux autorités. Des images de caméras corporelles que les officiers affirmaient être défectueuses étaient mystérieusement réapparues une fois que les affaires internes étaient intervenues. Le plus accablant de tout étaient les enregistrements de la voiture de patrouille qui avait capturé les menaces explicites et les aveux des officiers pendant le transport de Maya au poste. Ce qui avait commencé comme un simple cas de profilage racial avait ouvert une enquête beaucoup plus vaste. Dans les jours suivant son arrestation, des dizaines d'anciennes victimes des mêmes officiers s'étaient manifestées avec des histoires similaires, encouragées par l'exemple de Maya. Les dossiers révélaient un schéma systématique de ciblage des résidents noirs, en particulier ceux qui semblaient professionnellement réussis. Ce moment présente une opportunité de changement structurel, continua Maya en s'adressant au conseil municipal. Non seulement le renvoi des officiers individuels qui abusent de leur pouvoir, mais la réforme des systèmes qui permettent et protègent de tels abus. Elle décrivit une proposition complète élaborée en consultation avec des dirigeants communautaires, des avocats spécialisés dans les droits civiques et des experts en réforme policière. Le plan comprenait une surveillance indépendante avec une réelle autorité d'application, des caméras corporelles obligatoires avec examen civil des images, une formation sur les biais implicites dirigée par des membres de la communauté et des procédures disciplinaires transparentes qui empêchaient les officiers à problème de simplement être transférés à d'autres départements. Pendant qu'elle parlait, Maya remarqua Dessa Onaris assis avec sa mère au premier rang. L'adolescent qui avait été harcelé à la pharmacie portait maintenant une chemise boutonnée impeccable et une cravate, écoutant attentivement alors qu'elle décrivait une vision de la police qui pourrait permettre à des jeunes hommes comme lui de marcher dans leur quartier sans crainte. Dans les semaines suivant son arrestation, Maya avait refusé d'innombrables apparitions médiatiques et offres de livres. Alors que le salut, son geste militaire parfaitement exécuté au poste de police, était devenu viral sur les plateformes de médias sociaux, elle avait refusé de se placer au centre du récit. Au lieu de cela, elle avait redirigé l'attention vers les organisateurs communautaires qui luttaient pour la responsabilisation de la police des années avant que son cas ne fasse la une des journaux. La réunion se conclut par l'adoption unanime de la loi Johnson-Richardson sur la responsabilisation de la police, nommée conjointement d'après Maya et le Dr Jamal Richardson, qui avait documenté son arrestation et mobilisé la réponse communautaire. Alors que Maya rassemblait ses notes du pupitre, la commissaire de police Martinez s'approcha. « Colonel Johnson, je tiens à vous remercier à nouveau pour votre approche de cette situation. Vous auriez pu utiliser votre plateforme pour condamner tout notre département, mais vous avez plutôt aidé à créer un cadre pour une réforme significative. » Maya acquiesca. L'objectif n'est pas la punition, commissaire. C'est la transformation. La plupart des officiers veulent servir honorablement leur communauté. Le problème est une culture qui protège ceux qui ne le font pas. Devant l'hôtel de ville, Maya trouva sa mère qui l'attendait dans son fauteuil roulant, assistée de Tanya Williams. Les yeux d'Héloïse Johnson brillaient d'une fierté féroce alors que sa fille émergeait. « Tu as bien fait, ma chérie, dit-elle simplement, prenant la main de Maya. Ton père serait fier. Maya serra doucement la main de sa mère. Je retourne à la base demain, maman. Mais j'ai arrangé pour qu'une aide à domicile reste avec toi jusqu'à ce que je puisse revenir. Héloïse hocha la tête. Va faire ce que tu as à faire. Je ne vais nulle part. Le docteur Richardson s'approcha, accompagné de plusieurs aînés du quartier. La communauté a organisé un réseau de soutien pour ta mère, Maya. Nous nous assurerons qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Maya les remercia avec une gratitude sincère. La réponse du quartier aux besoins de sa mère reflétait la même solidarité qu'ils avaient montrée après son arrestation. Alors que le soleil se couchait sur Philadelphie, Maya ramena sa mère chez elle, empruntant le même chemin où des officiers l'avaient suivie une semaine plus tôt. Les rues semblaient différentes maintenant. Les voisins saluaient leur passage. Des enfants jouant au basket-ball interrompaient leur partie pour offrir des saluts impromptus, que Maya leur rendait avec un sourire. À un feu rouge, elle remarqua une fresque fraîchement peinte sur un mur auparavant vierge, une paire de mains, à la peau brune et digne, se levant dans un salut militaire parfait. En dessous, des mots simples, « Tenez-vous droit, cherchez la justice ». Le lendemain matin, Maya se prépara à reprendre ses fonctions militaires. Elle enfila son uniforme complet, chaque médaille et insigne, parfaitement placés selon le règlement. Son nouveau commandement l'attendait, mais l'expérience à Philadelphie avait cristallisé une mission qui allait de pair avec son service militaire. Alors qu'elle descendait les escaliers, elle trouva le salon de sa mère rempli de membres de la communauté venus la saluer.
Parmi eux se tenaient le capitaine Wilson et le lieutenant Rodriguez, qui l'accompagneraient à la base. Avant de partir, s'adressa Maya aux voisins rassemblés. « Je veux être clair sur quelque chose. Ce qui s'est passé la semaine dernière n'était pas un incident isolé, et le travail ne s'est pas arrêté avec ces 4 officiers. Un vrai changement exige un engagement soutenu de nous tous. » Elle décrivit son plan d'établir un programme reliant les vétérans militaires aux initiatives de surveillance communautaire, tirant parti de leur compréhension des protocoles appropriés et de la chaîne de commandement pour tenir les départements de police responsables. Le programme se concentrerait particulièrement sur les communautés de couleur où le besoin de surveillance était le plus aigu. Alors que Maya se préparait à partir, un groupe d'enfants du quartier bordait le trottoir. Lorsqu'elle apparut dans son uniforme de cérémonie complet, ils se mirent au garde-à-vous, offrant des saluts avec la dignité solennelle de ceux qui comprenaient soudain le pouvoir du geste. Maya leur rendit leur salut, honorant formellement leur participation à ce moment de solidarité communautaire. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Maya partagea son temps entre ses fonctions militaires et son rôle émerge de défenseur de la réforme policière. Le programme qu'elle avait établi, Vétérans pour la surveillance communautaire, se répandit rapidement dans les villes à travers le pays. D'anciens militaires formés au protocole de détention approprié et à la chaîne de commandement se portèrent volontaires pour observer les opérations de police et documenter les mauvaises conduites. Les officiers qui avaient arrêté Maya firent face non seulement à des accusations criminelles, mais à des poursuites civiles de dizaines d'anciennes victimes qui avaient trouvé le courage de se manifester. Leur affaire devint un jalon dans l'établissement de la responsabilité personnelle des officiers qui violaient les droits des citoyens. Le lieutenant Hansen, face aux accusations les plus graves en raison de son rôle de superviseur, accepta finalement de témoigner contre des fonctionnaires de rang supérieur qui avaient protégé les officiers corrompus. Son témoignage exposa un réseau de mauvaise conduite qui atteignait les plus hauts niveaux du département. 6 mois après son arrestation, Maya fut invitée à s'adresser à une nouvelle classe de cadets de police à l'académie. Alors qu'elle se tenait devant le groupe diversifié de jeunes hommes et femmes se préparant à entrer dans les forces de l'ordre, elle partagea non seulement l'histoire de son arrestation, mais sa vision de ce que la police pourrait devenir. « L'uniforme que vous porterez confère du pouvoir, » leur dit-elle. « La façon dont vous utilisez ce pouvoir définira non seulement votre carrière, mais la relation entre la police et les communautés qu'elle sert. La vraie force ne se trouve pas dans l'intimidation ou la force, mais dans la justice appliquée également à tous les citoyens, sans distinction de race, de statut ou de circonstances. » Alors que les cadets se levaient pour applaudir ces paroles, Maya remarqua le docteur Richardson debout à l'arrière de la pièce. Après la présentation, il s'approcha avec une révélation qui jeta une nouvelle lumière sur les événements qui s'étaient déroulés. « Je dois te dire quelque chose, » dit-il discrètement. Ce jour-là à la pharmacie n'était pas entièrement fortuit. Les sourcils de Maya se levèrent légèrement. « Que voulez-vous dire ? » Les affaires internes construisaient leur dossier contre ces officiers depuis des mois. Ils étaient au courant de votre passé militaire et de votre retour dans le quartier. Quand j'ai mentionné que vous pourriez venir chercher la prescription de votre mère, il laissa l'implication en suspens. Maya étudia son vieil ami avec une nouvelle compréhension. « Vous travaillez avec l'enquête. » Le docteur Richardson hocha la tête. La communauté avait déposé des dizaines de plaintes contre ces officiers. Rien n'a fonctionné. Nous avions besoin de quelqu'un qu'ils n'attendraient pas. Quelqu'un qui pourrait leur faire face avec une autorité qu'ils ne pourraient pas ignorer. Maya traita cette information, se rappelant à quelle vitesse la communauté s'était mobilisée après son arrestation, à quel point il semblait préparé à la confrontation. Donc, ma rencontre aléatoire avec ces officiers n'était peut-être pas entièrement aléatoire, admit Richardson, bien que nous n'ayons jamais anticipé qu'ils iraient aussi loin. La force excessive, l'itinéraire de transport illégal, ils se sont exposés bien plus complètement que quiconque ne l'avait prévu. Plutôt que de se sentir manipulée, Maya ressentit une profonde appréciation pour la réflexion stratégique qui avait présidé à la réponse de la communauté à l'injustice systématique. Cela reflétait la même approche tactique qu'elle avait employée dans les opérations militaires. Les meilleures opérations sont celles où chacun joue son rôle sans avoir besoin de connaître toute la stratégie, dit-elle avec un petit sourire. Bien joué, docteur Richardson. Alors qu'elle reprenait ses fonctions militaires à plein temps, Maya emporta avec elle les leçons de cette confrontation à Philadelphie. L'expérience avait révélé que les compétences de leadership affûtées dans les zones de combat étaient tout aussi précieuses dans la lutte continue pour la justice à la maison. La lutte contre le racisme systémique exigeait la même pensée stratégique, l'exécution disciplinée et le courage moral qui avaient défini sa carrière militaire. Un an jour pour jour après son arrestation, Maya se tenait sur le site où cela s'était produit. La pharmacie familiale Richardson avait été agrandie pour inclure un centre communautaire axé sur l'éducation civique et la formation au plaidoyer.
Là où elle avait été menottée et humiliée se trouvait maintenant un monument à la transformation, non seulement d'un bâtiment, mais de la relation d'une communauté avec ceux qui avaient juré de la protéger. Que pensez-vous qu'il se serait passé si la colonelle Johnson n'avait pas tenu bon ce jour-là? Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions sur la façon dont le courage d'une personne peut créer des ondes de changement dans tout un système. Si cette histoire de lutte contre l'injustice vous a inspiré, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies puissantes de résilience et de transformation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que même dans les moments les plus sombres, se tenir droit avec dignité peut changer non seulement vos propres circonstances, mais le monde qui vous entoure. Merci d'avoir regardé ce voyage incroyable d'une marine décorée qui a transformé un moment d'injustice en un mouvement pour un changement durable. La rencontre de la colonelle Maya Johnson avec des policiers corrompus nous enseigne de puissantes leçons sur la dignité, la stratégie et le changement systémique. Face à la discrimination raciale, Maya s'est appuyée sur sa formation militaire non seulement pour la discipline, mais pour l'évaluation tactique. Elle a immédiatement reconnu que documenter chaque violation était plus précieux que les réactions émotionnelles. Sa patience stratégique a transformé une arrestation injuste en un catalyseur de réforme. L'histoire démontre comment les systèmes d'oppression s'effondrent souvent lorsqu'ils sont confrontés par quelqu'un qui refuse d'être intimidé et connaît ses droits. Le salut militaire parfait de Maya est devenu un symbole de résistance précisément parce qu'il incarnait à la fois le respect de l'autorité appropriée et la défiance envers son abus. Peut-être le plus important, Maya a compris qu'un vrai changement exigeait une communauté. Alors que son courage individuel a déclenché le mouvement, c'est la mobilisation rapide du quartier, les clients de la pharmacie avec leurs téléphones enregistreurs et les vétérans qui se sont tenus en solidarité qui ont créé un impact durable. Elle a délibérément redirigé l'attention d'elle-même pour amplifier les voix luttant pour la justice bien avant que son cas ne fasse les gros titres. La transformation dont nous sommes témoins ne concerne pas seulement la punition des officiers corrompus, mais la reconstruction de systèmes avec la responsabilisation au cœur. La plus grande victoire de Maya n'a pas été d'embarrasser ceux qui lui avaient fait du tort. C'était de créer des voies pour que d'autres puissent chercher la justice face à une discrimination similaire, garantissant que son triomphe individuel devienne un triomphe collectif. Quel moment de cette histoire a résonné le plus profondément en vous? Était-ce le calme de la colonelle Johnson face à l'injustice, le rassemblement de la communauté ou le salut militaire parfait qui est devenu un tournant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin ou victime de profilage racial? Votre histoire compte et pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur lutte. Si vous croyez qu'il faut s'opposer à la discrimination et lutter pour la responsabilisation, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires puissantes de résilience et de justice chaque semaine. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté engagée à mettre en lumière ces récits importants. Ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement qu'une personne, par sa dignité et sa pensée stratégique, peut créer un changement significatif. Parfois, la résistance la plus puissante est simplement de refuser d'être diminué. Merci d'avoir regardé. Puissions-nous tous trouver le courage de la colonelle Johnson face à l'injustice dans nos propres vies. Et rappelez-vous que la transformation commence lorsque nous nous tenons debout dans notre vérité, quelles que soient les difficultés.